Bonsoir à tous et merci d'être si nombreux à nous rejoindre pour cet événement organisé avec la société BenQ. Aujourd'hui et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Vincent Marcy-Lassie. Vincent est le directeur de la Picto Foundation, mais il se présentera plus en détail dans quelques instants. Et comme vous l'aviez compris, hein, quand vous vous êtes inscrit, nous allons passer en revue de manière critique, mais en même temps bienveillante, 5 photos que vous nous avez envoyées. Et c'est Vincent qui va se coller à cet exercice. C'est la première fois qu'on fait ça. Donc, je vous explique comment ça va se dérouler. Vincent va se présenter. Ensuite, il y aura les 5 photos qui seront passées en revue. Nous ferons à un moment ou deux un petit sondage pour avoir un peu votre opinion, puisque votre micro n'est pas ouvert, comme vous avez pu le constater, et vous pouvez chatter avec nous. Donc peut-être pour vérifier que tous vous nous entendez bien, vous pouvez tout simplement réagir par le chat ou vous avez peut-être un bouton qui s'appelle questions et me dire si le son passe bien pour vous. Donc j'attends un tout petit peu pour voir si c'est bon. Ok, Bernard, Denis, Jean-Pierre, Alain, Christian. Donc moi, je vois toutes vos réponses et moi, je vais jouer le rôle du modérateur pendant cette session. Je vais assez vite disparaître, vous allez voir. Une fois que Vincent aura fait ça, il nous parlera d'une autre activité de la Picto Foundation et puis on révélera les 5 personnes qui ont gagné un bon d'achat auprès de Picto Online et ils pourront du coup faire des tirages fine art, des photos qu'ils souhaitent. Et ça, on le fera après. Et vous l'avez compris, ce n'est pas lié aux photos qu'on va présenter. Et on finira par une petite session questions-réponses. Donc, tout au fil de la présentation que va faire Vincent, si jamais il y a des questions qui vous viennent à l'esprit, vous pouvez les envoyer. On n'y répondra pas tout de suite. Moi, je vais les garder en réserve. Je les garde au frigo et on les ressortira à la fin pour la session questions-réponses. Voilà. Vincent, je te laisse la place et la parole. Et bien voilà, on démarre tout de suite. Merci Hervé pour cette introduction. Bonjour à toutes et tous. Je suis ravi d'être face à vous aujourd'hui, un peu intimidé de vous rencontrer, virtuellement en tout cas, et d'avoir eu le privilège de regarder vos images aux uns et aux autres. Alors, qui suis-je? Vincent Marcy-Lassie. Donc, c'est toujours bien de se présenter avant de vous présenter à travers vos images. Cela fait 25 ans que je travaille dans le domaine de la photographie. J'ai fait mes classes, pourrait-on dire, alors je ne suis pas photographe, hein, premièrement, mais pour autant, je connais très bien l'image pour collaborer avec beaucoup de photographes, professionnels, amateurs éclairés et de tous horizons dans la photographie. J'ai fait donc mes classes à l'agence Magnum, où j'ai passé un an ou deux à un moment où vraiment je souhaitais découvrir la photographie sans savoir que j'allais faire d'une certaine manière mon métier. J'ai ensuite eu la chance de collaborer pendant 15 ans à l'agence et à la Galerie Vue, donc une autre école de la photographie. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc l'agence Magnum est une grande agence de photoreportage créée en 1947 par Henri Cartier-Bresson et Robert Capa notamment. Et l'agence Vue est une agence plus récente, créée en 1986, un peu dans la continuité de ce qu'on appelait l'époque Libération, Libération du nom du journal, qui a mis en avant à cette époque-là ce qu'on appelle aujourd'hui la démarche du photographe auteur, donc vraiment des photographes qui choisissaient leur sujet et leur écriture, qui ne souhaitaient pas se les faire imposer par les journaux. À l'issue de ces expériences, j'ai pris mon envol, pourrait-on dire, pour créer une structure d'édition et de conseil dans le domaine de l'image et qui m'a amené notamment à collaborer depuis 7 ans avec les laboratoires Picto, dont j'ai l'honneur de diriger le fonds de dotation, donc Picto Foundation. Et donc ce fonds de dotation s'inscrit dans la continuité de la tradition du laboratoire Picto qui s'est créé en 1950, d'accompagner les photographes, jeunes ou moins jeunes, amateurs éclairés ou professionnels, dans leurs projets artistiques particuliers,
d'aider beaucoup à l'émergence, notamment comme on va en parler dans quelques instants, à l'émergence de certains photographes pour arriver sur le marché. Picto est une sorte de, je dirais, de plateforme comme ça, entre les photographes, les artisans qui permettent de fabriquer avec eux les images, et ensuite leurs utilisateurs qui vont être des galeries, des festivals, des éditeurs, le spectateur lui-même qui va être confronté aux images. Je suis là aujourd'hui parce que j'espère avoir un certain nombre de choses à dire sur les images, mais aussi parce que Picto Foundation et BenQ ont choisi de s'associer, et je vous l'annonce en avant-première avant que ce soit dévoilé à un plus large public, de s'associer dans le cadre d'un programme que Picto Foundation a mis en place avec le Salon Paris Photo, qui a lieu chaque année au mois de novembre au Grand Palais, désormais au Grand Palais éphémère pendant quelques années, pendant que le Grand Palais à Paris est en travaux, et également en partenariat avec SNCF Gare et Connexion, qui est la structure dépendante de la SNCF, qui met en place de nombreuses expositions en gare sur tout le réseau hexagonal que vous devez croiser lorsque vous passez dans les gares d'Avignon, de Marseille, de Paris, de Lille ou d'ailleurs, voilà, où il y a beaucoup d'expositions, notamment d'expositions de photographie. Le programme que nous accompagnons, que nous créons, enfin que nous avons créé il y a 5 ans et sur lequel nous rejoignons BenQ, s'intitule Carte blanche étudiant, et précisément, il propose chaque année d'identifier 4 talents émergents sortant ou prêts à sortir d'écoles de photographie et d'art visuel en Europe, qui ont un talent que nous essayons d'identifier avec un jury international qui étudie des candidatures, et ces jeunes photographes sont invités à participer au salon. C'est souvent pour eux une première expérience professionnelle de présentation de leur portfolio qui leur sont produits par le laboratoire Picto, et qui ont la chance aussi de profiter d'une exposition un peu monumentale dans une gare parisienne. Et donc BenQ nous rejoint sur cette opération pour comment dirais-je, donner plus de visibilité à ces photographes d'une part, mais surtout résoudre un problème que l'on rencontre souvent dans ce genre de prix, comme dans beaucoup de prix, c'est qu'on prime 4 photographes, ce qui est déjà important, mais on en oublie un certain nombre, ou on ne peut pas en mettre en avant un certain nombre, et donc ce projet va nous permettre entre autres, cette collaboration va nous permettre de mettre en avant sur un espace internet dédié une vingtaine de photographes finalistes et de révéler ensuite les 4 photographes lauréats. Et ça me permet de faire un petit clin d'œil à ce qui se passe aujourd'hui, parce que j'ai eu la chance ou la difficulté plutôt de choisir 5 de vos photographies, et c'est toujours un choix difficile, alors que tout était intéressante et ont toujours quelque chose par votre sensibilité, par votre écriture, par votre parcours. Et voilà, en choisir 5, on va dire que je les ai toutes choisies, et puis j'en ai pris 5 pour pouvoir parler de 5 comme c'est l'objet. Voilà, mais on aimerait parler de davantage. Alors, je vais partager mon écran pour terminer cette Oui, introduction en espérant, voilà, je pense que vous voyez là maintenant mon écran, tout à et je fait. vais terminer cette introduction toujours sur ce programme carte blanche. Alors, pour un petit peu pour l'anecdote, pour vous permettre de comprendre un petit peu ce que signifie ce type de programme. Donc là, donc là c'était la première édition, je crois, en 2017. Vous avez 3 des 4 lauréats qui ont un stand. Donc là, on était encore au Grand Palais à cette époque-là, qui ont un stand, une table, des chaises, une petite exposition en arrière-plan et des portfolios qui leur sont produits et qui sont, alors il n'y avait pas de public au moment où cette photo a été prise, mais beaucoup de collectionneurs, de professionnels, d'amateurs viennent à eux pour discuter de leur photographie, discuter technique, discuter esthétique, discuter projet photographique, et leur permettre d'avoir cette première expérience. Et la deuxième illustration de cela, c'est ce dont je vous parlais avec la puissance du réseau SNCF Gare et Connexion. Donc là, toutes les expos jusque-là ont été faites en gare du Nord. Donc c'est une énorme bâche qui est mise à l'entrée de la gare, et à l'intérieur de la gare, vous avez un certain nombre de dispositifs
qui permettent également de mettre en avant les travaux de ces photographes. Donc il y a vraiment cette volonté dans tous les projets qui sont faits par la Fondation, dans la continuité de l'esprit de Picto depuis sa fondation en 1950, vraiment d'accompagner les photographes dans leur parcours et dans leur démarche autour de la création et de sa présentation. Alors, il se trouve que ce projet Carte blanche étudiant, dans, son, dans, son, dans certains des photographes qu'on a pu identifier, a été très intéressant, notamment dans la pratique de la couleur, qui est en partie le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, je vous ai choisi deux exemples que je présente juste sans forcément les commenter beaucoup, mais ça, c'est une photographe américaine, jeune photographe américaine, Francesca Humbler, qui a été adoptée par, donc, qui est d'origine africaine, qui a été adoptée par une famille blanche aux États-Unis et qui a développé tout un travail de mise en scène de son identité. On la voit apparaître à travers un cadre là. Donc, elle a fait un certain nombre de mises en scène dans des maisons de poupées qu'elle a reconstituées, dans lesquelles elle se mettait en scène. Et j'ai trouvé que dans cet exemple-là, on est dans une situation spécifique où précisément la couleur, à contrario du noir et blanc, dans ce type de dispositif, apporte vraiment quelque chose. Alors, pour quelles raisons ici? D'abord parce que ce contexte de la situation d'une petite maison de poupée, si vous voulez, miniature, a un certain nombre de référents, d'éléments de cuisine avec ce verre-là, de papier peint, de carrelage au sol, ici de mixeurs ou de bouteilles d'huile ou de jus de fruits, qui sont des référents universels, si vous voulez, qui permettent de lier le sens de cette image par l'apport de la couleur. Et ensuite, bien évidemment, dans cette image que vous voyez de cette sorte d'autoportrait ou élément de Francesca, ou la couleur de sa peau, comme la couleur qu'elle fait sortir de son oreille, amène aussi un sens important à l'image. Donc on est là, par définition, sur un projet, alors qui est plus un projet identitaire ou politique, dans lequel la couleur va apporter une dimension toute particulière et toute singulière. Le deuxième exemple que j'ai voulu choisir, il est beaucoup plus conceptuel, il est très étonnant. Alors, je vais peut-être faire, alors c'était pas prévu, mais je vais peut-être faire, j'aurais pu y penser avant, mais un quiz sur cette image auquel vous pouvez répondre et j'y apporterai dans une minute la réponse, mais qui peut me dire ce que c'est que cette image en couleur? D'où vient cette image? Qu'est-ce que c'est que cette image? Qu'est-ce qu'elle représente? Et je vous laisse peut-être 20 secondes pour répondre à ceux qui veulent répondre et puis Hervé nous dira simplement si quelqu'un a trouvé la bonne réponse. Oui. C'est quelque chose de très curieux. Donc, je vous laisse 20 secondes. Qu'est-ce que c'est que cette image? D'où viennent ces couleurs? Qu'est-ce que c'est que ces couleurs? Alors, je laisse les gens s'exprimer un petit peu, je ne réponds pas tout de suite. Alors, tu vas d'ailleurs pas répondre, c'est moi qui vais dire ce que c'est. L'idée, c'est plutôt que l'on se rende compte si quelqu'un avait trouvé ce que c'était, ce sera intéressant. Voilà. Alors, donc là, nous sommes face à un jeune photographe belge, Léon Billerbeck, qui a étudié dans une université en Allemagne, à Weimar. Et ce jeune garçon, qui a choisi la photographie comme métier dans une famille d'ingénieurs, a son grand frère, qui est un ingénieur, et il se trouve être un ingénieur financier qui travaille dans une entreprise financière très, très importante, et qui ne travaille que sur des données sur ordinateur, qui traite des données qui traite un nombre gigantesque de données qui permettent de faire des profils. Et Léon, le photographe, a choisi d'étudier le travail de son frère en allant au fond de l'image, de son écran. Donc là, ce que vous voyez là, Tu pourrais la mettre en plein écran, l'image, s'il te plaît? Voilà. Ce que vous voyez là, si vous voulez, c'est comme si vous zoomiez à l'extrême sur un tableau Excel, pour prendre cet exemple-là, puisqu'on est sur des tableaux de statistiques, de chiffres, si vous voulez, et que vous alliez chercher par la couleur, puisqu'à la fin, on est par définition dans les pixels, sur une représentation de la couleur, une représentation onirique, poétique, abstraite, et donc
quelque part signifiante et très politique dans ce que voulait dire l'artiste, de ces signes qui sont au final des chiffres qui doivent formuler des profits. Donc ce que je trouvais là vraiment intéressant, c'est la manière avec laquelle la photographie, on va le voir dans différents exemples, mais peut, par différents procédés de prise de vue, ou d'abstraction, ou précisément de gestion de la couleur, peut aller chercher du sens dans la réalité. Hein. Et si vous allez, vous aurez peut-être l'occasion de le faire, hein, si vous notez le nom de ce photographe qui est Léon Billerbeck, Billerbeck, vous irez voir cette série qui s'appelle Foreign Landscapes. Vous la verrez sur son site et vous verrez la continuité. Enfin, il n'y a évidemment pas que celle-ci, je crois qu'il y en avait une quinzaine hein, d'explorations qui a été faite sur ce sujet. Donc tout ça pour dire, si vous voulez, que dans ces deux exemples-là, en prenant l'exemple de carte blanche étudiant, on aurait pu en prendre nul autre hein, que la couleur, comme on pourrait le dire sur le noir et blanc, présente une multitude d'outils, d'éléments, d'options, de clés techniques, esthétiques, symboliques, sensibles pour aller exprimer quelque chose. Et ces programmes comme Carte Blanche étudiant qui vont précisément explorer la manière avec laquelle les talents émergents, les jeunes hommes ou femmes de demain et comment est-ce qu'ils perçoivent la société de demain à travers notamment cette pratique du noir et blanc est très intéressante. Alors je dis d'ailleurs pour celles et ceux d'entre vous qui seraient peut-être d'ailleurs étudiants européens, parce que ce projet concerne les étudiants européens qui sont en école de photographie ou d'art visuel en Europe, ou tout jeunes diplômés, que nous lançons donc avec Paris Photo et SNCF Direct Connexion, et donc avec la collaboration de BenQ, l'appel à candidature dans le courant de la semaine prochaine pour cette 6e édition, je crois bien, de ce programme. Et je vous invite par ailleurs à retrouver tout ce que je dis hein, sur les programmes de Picto Fondation, sur le site de Picto Fondation, c'est pictofoundation.fr. Vous pourrez retrouver notamment les références de ce travail-là, mais également dans une huitaine de jours de l'appel à candidature. Voilà, donc je suis désolé de cette introduction très, très large et très peut-être un peu dispersée, mais c'est important d'abord de se connaître hein, et peut-être de partager à travers ce programme quelques indications d'une expérience de la couleur. Tu peux remettre l'image, s'il te plaît? Donc, dans les réponses, on a des personnes qui, tu peux la mettre plein écran, s'il te plaît, qui ont vu la vue depuis un hublot, une plage près de l'océan, des silhouettes floutées, un mur, un mur au fond, un sol bleu et un vert en premier plan, un personnage central, la tombe de Goethe et un bord de mer défocalisé. C'est la merveille de la photographie. Mais oui. Tout ce qui s'exprime là. Et d'ailleurs, ce qu'on retrouve hein, dans les textes présentés avec certaines des images, hein, pour ceux qui ont souhaité accompagner leur image d'un petit texte ou de quelques mots, hein, c'est la magie. Alors surtout d'ailleurs de la photographie dans ses dimensions abstraites comme celle-ci, et comme il y en avait certaines dans la sélection, c'est je dirais la magie de ce que veut essayer de donner le photographe, qui ne sait peut-être même pas lui-même quand il fait l'image, et de la manière avec laquelle le récepteur va la recevoir, notre regard va la recevoir. Enfin, moi, je trouve ça depuis 25 ans que j'appréhende cet univers, j'en apprends tous les jours par rapport à ça, c'est très intéressant. Donc merci pour d'avoir joué le jeu de cette contribution, vos remarques sont très intéressantes. Oui. Et il y a un ajout, le drapeau ukrainien, puisqu'on est sur les couleurs jaune et bleu, et bien entendu, c'est une symbolique qui parle à beaucoup en ce moment. Je vais en profiter, si tu es d'accord, pour remercier toutes les personnes qui ont envoyé des photos. D'abord parce qu'on sait que c'est pas toujours facile, qu'il faut faire l'effort, que il faut vaincre une certaine timidité parfois pour envoyer son travail. Donc on a eu presque une quarantaine de photos. Vincent en a sélectionné 5, on va les passer en revue. Et puis, par rapport à ce que Vincent vient d'annoncer, je voulais vous faire un mini sondage. Donc, je sais qu'on est tous allés voter ou qu'on va peut-être aller voter bientôt hein, à nouveau. Je vais vous faire voter à nouveau et je vous lance un sondage. Et ce sondage, c'est très simple. Vous sélectionnez une des 4 options suivantes. Est-ce que vous connaissez Paris Photo? On voulait juste savoir si vous connaissiez cet événement et vous avez quelques minutes pour répondre. Et ensuite, nous allons publier avec vous
les résultats de ce mini-sondage. Je laisse encore quelques instants. Voilà, j'ai un très bon taux de vote. On est à 85%, ça continue à monter. 87%. Je pense que je vais clôturer le sondage. Les derniers votes. Non. Allez, je ferme et je partage les résultats. Donc, si personnes ne sont pas intéressées, ça ne les intéresse pas de savoir ce qu'est Paris Photo. 42% voudraient savoir, tu pourras nous donner quelques mots sur l'événement. 42% connaissent et 10% connaissent et viendront nous voir au stand Carte Blanche aux étudiants, qui est donc piloté par la Picto Foundation et qui sera présent sous la forme d'un stand à pleine, entier pour les 4 sélectionnés. Je vais cacher maintenant les résultats. Voilà, si tu veux nous dire quelques mots peut-être de Paris Photo. Oui, peut-être rapidement, parce que après, pour rentrer vite dans le vif du sujet, le Paris Photo, c'est aujourd'hui, je crois, dans le monde, la plus grande foire dédiée à la photographie. Alors, c'est d'abord une place de marché, c'est-à-dire que c'est un lieu, comme un salon, hein, comme le salon du livre ou le salon de l'automobile, un lieu où des galeries, ou des éditeurs, mais principalement des galeries, louent des espaces, louent des stands pour mettre en avant les artistes qu'ils représentent, et donc les exposer, hein, et les vendre à des collectionneurs privés ou institutionnels. Alors, donc c'est d'abord une place de marché, mais du coup, ça devient, je dirais, chaque année, au mois de novembre, une extraordinaire exposition de ce que donne la photographie aujourd'hui, un éclairage de la photographie aujourd'hui. Alors, je dis aujourd'hui, c'est aujourd'hui dans son histoire, hein, puisque traditionnellement, je dirais que toutes les éditions présentent 150 ans de photographie. Il y a beaucoup plus de contemporains, mais il y a également de la photographie du 19e, de la photographie plutôt des modernes, comme des Cartier-Bresson ou autres, et beaucoup de photographies contemporaines. Donc, c'est vrai que si on est collectionneur, c'est une bonne opportunité, mais si on ne l'est pas, c'est une très bonne occasion pour compléter une culture de l'image que l'on aurait envie de mettre en appui de son propre regard, si vous voulez, pour celles et ceux d'entre vous qui auront envie de se dire, tiens, je suis à un moment dans ma photographie où j'ai besoin peut-être d'en savoir un peu plus sur ce qu'ont fait les autres pour repositionner certaines choses. Voilà, donc effectivement, je vous encourage, alors, parmi d'autres choses, hein, il y a plein de choses, heureusement, en photographie à voir en France, mais c'est vrai que Paris Photo, pour ça, est un rendez-vous très, très exhaustif et très intéressant. Merci Vincent. Je te propose qu'on passe aux 5 photos qu'on voulait passer en revue. Et puis, comme ça, on va tenir notre timing. Avec plaisir. Désolé, tu me dis si je suis Pas trop de souci. bavard. Pas de souci. Allons-y. Alors, je remercie à tous, bien évidemment, et j'en ai choisi 5 d'entre vous. J'aurais pu en choisir bien plus. Je vais commencer par la photographie que nous a proposée Baptiste Chevalier, que je vais vous présenter là. Tu veux bien la mettre en plein écran? Parce que c'est comme il y a des gens qui regardent depuis des fois des petits écrans. Voilà, super. Voilà. Et cette photographie, je dirais, qui est simple, dans le sens de sa composition, hein, qui est, mais je le dis, dans un sens très qualitatif, et c'est l'un de mes points principaux, si vous voulez. C'est-à-dire que Baptiste, j'ai dit Bertrand peut-être, donc Baptiste a, a réussi avec peu d'éléments, et notamment la présence d'éléments de couleur forts, à composer une image qui fait sens, qui est structurée et qui propose, enfin, qui invite à un certain nombre d'interprétations. Alors, je crois qu'il l'a appelé plus ou moins dans l'appellation Caravage. Alors, pour le coup, il n'y avait pas de texte de présentation, donc mon propre imaginaire est parti, mais on aurait pu l'appeler aussi tauromachie, on aurait pu lui donner différents termes. Ce que je trouve très intéressant dans la manière avec laquelle elle est construite, c'est que l'environnement est un environnement, je dirais, froid, opaque, étrange, avec cette partie, vous voyez là de l'image, qui est une sorte d'ombre. On est visiblement dans un moment
très lumineux, hein, donc avec cette ombre portée là qui est comme un rideau, hein, comme un voile qui s'abat sur s'abat sur l'image, sur cette partie de l'image, qui résonne avec cet autre voile ici, hein, que vous voyez sur le personnage. Hein. Donc on a une impression comme ça d'opacité, d'ombre, hein, comme ça, qui est, je dirais, rendu lumineux, qui est éclairé par la présence d'un premier élément de couleur qui nous invite à concentrer notre regard sur cette partie de l'image comme protégée, hein, comme protégée par voilà, par cette masse rouge, hein, cette ombrelle rouge, et qui renvoie à cet indice, hein, qui est pour moi cette cape du torero là, qui serait comme ça un peu cachée par l'ombre, hein, par l'ombre d'un soleil du sud fort. Qui vient renvoyer à cette couleur et bien évidemment à cet élément de la jambe féminine là, qui dépasse ici. Donc, si vous voulez, on est sur pour moi, photographiquement, grâce à la couleur et à la gestion. Alors, en réalité, il y a trois éléments qui sont pour moi importants là, auxquels contribue la couleur, mais c'est la composition de l'image, la gestion de la lumière et, la réflexion sur la couleur. Et bien souvent, et on le verra aussi dans d'autres exemples, mais je pense que c'est dans tous les cas, si vous voulez, on ne peut pas parler ni de noir et blanc, ni de couleur, ni de, je ne sais pas, même de photocomposition, sans considérer les autres éléments de l'image, qui vont être la composition précisément, ou voilà. Et ici, la composition avec cette dimension très géométrique de l'image, qui a une forme, je dirais, de rigueur géométrique comme ça, accueille cette présence de la couleur qui va contribuer je dirais, à donner de l'importance au personnage. Et la lumière, la forte luminosité de l'image en contraste avec ces zones d'ombre importantes, va également permettre à ce personnage de ressortir. Donc alors ensuite, je ne sais pas si c'est comment travaille Baptiste Chevalier, s'il est adepte de la street photographie ou au contraire de composition particulièrement travaillée, mais ça m'a fait penser à pas mal de photographes, je dirais de documentaristes coloristes ou de photoreporters coloristes qui, par définition, dans leur travail, ont réussi à développer une écriture qui leur est propre, hein, qui les a fait connaître. Hein. Je parle de gens dont je vais vous montrer un ou deux exemples connus, qui ont été précisément talentueux et reconnus parce qu'ils ont su, comme le fait cette image, équilibrer composition, lumière et couleur. Alors, je m'excuse, Baptiste, mais je vais un moment recouvrir votre image d'une autre, d'un de vos confrères, ou de plusieurs d'entre eux. Alors, je ne vais pas prendre celle-ci pour commencer. Voilà. Certains d'entre vous connaissent peut-être un photographe belge qui s'appelle Harry Gruyart, Oui. qui est un photographe, notamment membre de l'agence Magnum, hein, dont je parlais tout à l'heure, qui est voilà, un des coloristes importants de cette agence. Et où là, de la même façon, alors j'ai pris celle-ci précisément parce qu'on est aussi sur ce rouge particulier, hein, qui est évidemment très signifiant. Et là, cette image, par exemple, pardon, comme celle de Baptiste, propose donc avec une composition très rigoureuse une sorte de fuite ici avec ces éléments de fauteuil. On se demande ce qui se passe derrière ce personnage qui crée quelque chose d'un peu particulier et intriguant dans l'image. Et toujours cet élément-là, hein, vous voyez, cette coulée rouge-là, qui nous ramène à ce personnage, qui nous ramène à cette histoire qu'on va s'inventer ici. Hein. Donc il y a une autre fuite à l'extérieur par le bleu des vitres. Et donc c'est la composition, la couleur qui amène ensuite la manière avec laquelle on s'intéresse à ce personnage. Et si vous voulez, si on faisait, je ne sais pas si ça va fonctionner comme ça, mais je vais sortir du plein écran pour qu'elle ne sorte plus du plein écran. Voilà. Si vous aviez, si vous voulez, cette image, hein, si vous voyez cette image, pardon, on va faire plutôt comme ça. Voilà. Si on avait cette image de cette manière, ou même de cette manière-là, vous voyez, on perd complètement, hein, même si tout en conservant, si vous voulez, l'ouverture, on conserve l'ouverture de la fenêtre ici, on a toujours une échappée, etc. Mais on a perdu complètement
pour moi, ce qui fait sens, à la limite, on le perd déjà moins là, on le retrouve ici, hein, ce qui fait sens avec l'apport de cette forte dimension de la couleur, hein, de ce rouge-là, qui est renvoyé par un rappel plus discret ici, et qui vient vraiment conduire le regard vers une histoire à raconter, à inventer, sur ce qui s'est passé avec ce personnage. Et ensuite, accessoirement, pour compléter la situation, on a cette échappée ici qui permet d'aller imaginer ce qui se passe à travers cette deuxième fenêtre. Mais vous voyez, il y a vraiment pour moi là, cette idée, encore une fois, de la composition, de la gestion de la lumière, qui va chercher des choses derrière, et de la couleur, qui va conduire à une lecture vraiment du récit, peut-être à une histoire qui se passe dans l'image, grâce au mouvement et grâce à cet appel de la couleur. Donc, Harry Gruyaert, hein, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore, qui est vraiment un coloriste intéressant à aller observer dans cette pratique de la lumière et de la couleur. Le deuxième exemple que je voulais montrer pour commenter cette composition intéressante de Baptiste, c'est celui d'un autre photographe. Alors, il se trouve que c'est aussi un photographe important de l'agence Magnum, qui est un autre coloriste, qui est Georgi Pinkassov, qui lui est d'origine russe, qui vit depuis très longtemps à Paris, d'origine russe. Où là, de la même façon, si vous voulez, on a sur une image simple hein, d'une femme comme ça, probablement au Japon, qui se promène dans un parc avec un bassin à poissons, comme on en trouve souvent, et qui va tout de suite, par deux éléments de couleur importants, hein, ce fuchsia là, de cette robe rappelé par le sac, et le jaune de ce poisson, qui va tout de suite nous permettre, par deux éléments simples comme ça, de nous raconter une histoire hein, qui tourne autour de ces éléments. Pourquoi cette femme, pourquoi cette couleur, pourquoi cette luminosité, et qu'est-ce que nous racontent ces poissons qui créent ensuite il y a une géométrie de l'image qui est intéressante, mais qui va créer quelque chose. Donc c'est vraiment, là on est alors on pourrait d'ailleurs, je pourrais le faire, mais c'est peut-être plus compliqué là, mais on pourrait transposer cette image en noir et blanc. C'est d'ailleurs intéressant, ça c'est des exercices qu'on fait souvent. Alors une chose que m'avait apprise d'ailleurs pour l'anecdote, hein, on va voir si ça marche pour celle-ci, mais que m'avait apprise Raymond Depardon, avec qui j'ai collaboré à un moment donné, c'est que si vous voulez savoir si une image fonctionne, vous connaissez peut-être, vous la regardez à l'envers. Et alors celle-ci, on va dire, ne fonctionnerait pas, mais très souvent, alors ça marche peut-être plus pour le noir et blanc que la couleur, mais Depardon, quand il faisait ses sélections, très souvent, pour vérifier la sélection d'une de ces images dans son portfolio, la mettait à l'envers. Si elle fonctionnait à l'envers, alors fonctionner, on comprenons-nous bien, elle fonctionne d'une certaine manière, mais à l'envers, ces images fonctionnaient. Et c'est comme ça qu'il décidait de les garder. De la même manière, l'exemple que je voulais prendre, c'est essayer à un moment donné de transposer une de vos photographies en couleur que vous appréciez en noir et blanc. Et vous allez vous rendre compte à quel point un élément, donc précisément, je pense que, celle-ci, je reviens à l'image de Baptiste, on transforme l'image de Baptiste en noir et blanc, on perd complètement toute la fonction de cette image. On perd la magie de cette image, qui est apportée par la lumière, qui est apportée par la couleur, et encore une fois, par les couleurs hein, qui viennent apporter de référents différents. Voilà. Et le dernier exemple que je voulais prendre pour montrer, alors c'est aussi, d'ailleurs je pourrais le mettre à proximité de celle de Baptiste, hein, c'est l'exemple d'un photographe espagnol qui est un grand coloriste aussi, qui s'appelle lui Juan Manuel Castro Prieto. Alors je vais peut-être vous laisser orthographier si vous voulez le nom pour certains. Je les tape les noms, hein, t'inquiète, ça je fais le complément. Castro Prieto. Alors c'est quelqu'un d'intéressant parce qu'il est d'abord tireur, hein, et c'est le plus grand tireur, alors surtout noir et blanc au départ hein, pour le tirage, mais maintenant un peu plus couleur au jet d'encre, mais c'est le plus grand tireur des grands photographes espagnols. Hein, voilà, et il a par ailleurs un travail photographique à la chambre vraiment exemplaire. Et j'ai bien aimé retrouver cette image hein, qu'il a réalisée dans un de ses voyages, un grand voyage en Éthiopie, hein, qui évidemment, il y a le clin d'œil de l'ombrelle, hein, qui, de la même manière, l'élément dans cette image, l'élément principal de couleur, alors c'est une image qui est beaucoup plus composée de couleurs au pluriel que celle de Baptiste, mais l'élément qui nous raconte l'histoire, qui nous permet de nous inventer l'histoire, il est là. De la même façon que dans l'image
Baptiste, l'image qui nous permet de raconter une histoire, elle est là, et on va ensuite se diriger vers d'autres éléments qui vont, la géométrie, etc., qui vont apporter d'autres choses. Là, l'élément qui nous permet de raconter l'histoire, chez Juan Manuel Castro Prieto est là. Que signifie cette ombrelle? Qu'est-ce qu'elle raconte en dessous de ce personnage, l'histoire de ce personnage, et ensuite il y a un paysage qui se dessine autour. Donc encore une fois, sur cette image-là, si l'ombrelle avait été du bleu, du vert de cette robe, enfin de cette tunique, pardon, ou avait été d'une couleur beaucoup plus neutre, l'image serait certainement tombée. Elle n'aurait pas eu cet intérêt. Hein. Donc la couleur, mais comme on pourrait le dire pour certains niveaux de gris dans une image noir et blanc, hein, quand on parle de couleur au pluriel, c'est de la même chose que de parler de niveau de gris dans une image noir et blanc. Quand on parle de couleur, chaque élément de couleur peut avoir un sens insignifiant dans l'image. Et c'est ce qui m'a particulièrement intéressé dans la manière avec laquelle Baptiste a choisi de construire et de nous présenter cette image. Alors, je vais maintenant reprendre mon souffle et passer à la... Pardonnez-moi, je baisse parfois mes yeux, mais je regarde en même temps mon clavier qui me permet d'activer les choses. Je vais passer maintenant donc à la deuxième image qui m'a interpellé, qui est l'image de la photographie, alors pardon si je vais mal prononcer le nom, de James, alors je ne sais pas si c'est Orin ou O'Reilly. Merci pour cette photographie. Alors, on est dans un autre, je vais la mettre également plein écran comme ça. On est dans un autre registre. Je dirais que dans le cas de Baptiste, on était plus dans une street photographie, je dirais de coloriste, hein, pour exprimer la manière avec laquelle je l'ai perçu. Dans le cas de James, on est plus dans une forme je dirais de photoreportage dans toute sa noblesse, hein, de grandes aventures comme ça que font des photographes dans des voyages pour aller nous raconter le monde dans ses diversités culturelles, sociales et donc de couleurs, hein, dans le sens voilà, où la couleur de la France est différente de celle de l'Espagne, de celle des États-Unis et précisément ici de celle du Maroc, puisque cette image est réalisée au Maroc. Alors nous avons là 3 femmes qui reviennent des champs avec leur récolte, hein, sur des chevaux, des poneys ou des ânes peut-être plutôt, à en croire les grandes oreilles qui apparaissent. Alors, ce qui m'intéresse dans cette image, si vous voulez, c'est à la fois alors encore une fois, hein, je crois que dans les 5 images que je prends, je reviens, je dirais, à cette colonne vertébrale qui se compose de 3 éléments qui sont composition, lumière et couleur, au-delà du récit de ce qu'on raconte dans l'image. Hein. Ce qu'on raconte dans l'image nous appartient et ça peut être onirique, journalistique ou autre, mais composition, lumière et couleur. Ici, la composition de l'image est très intéressante parce alors ces femmes ont-elles marché une journée, 1 heure, 3 heures, etc. Certainement un temps long, sous le soleil, après une journée harassante, dans des paysages désertiques, montagneux importants. La composition de l'image montre ça. Mais elle ramène aussi, encore une fois, à une forme d'anecdote comme ça, hein, je dirais la similitude, hein, de ces 3 éléments vert comme ça, là, important, et je dirais d'un vert qui contraste, hein, le côté. Alors, on a aussi là du vert, un vert jaune ici autour, ou un côté, comment dirais-je, encre rouge, hein, de ces terres arides, belles terres arides que l'on trouve souvent au Maroc, et le vert de cette récolte, lumineux, vivant, végétal, contraste par définition avec cet environnement, hein, donc ramène de la vie autour de ces personnages. Donc là, je dirais qu'on est sur une situation différente de celle de Baptiste dans l'intention de départ, etc., mais avec malgré tout des éléments similaires. Quand Baptiste utilise l'ombrelle pour aller raconter une histoire, l'histoire d'un personnage dont chacun va se raconter un monde, James utilise la couleur de ce végétal pour nous ramener au centre de l'image et nous raconter l'histoire de ces femmes, à la fois dans la difficulté de l'existence de leur labeur, hein, et en même temps dans la vitalité de ce végétal qui vient renvoyer de la lumière, ce vert particulier, encore une fois, qui contraste avec l'environnement.
Mais si vous aviez, si vous voulez, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, hein, si cette image était, est-ce que je vais y arriver correctement là? Vous voyez, pardonnez-moi, ça va prendre quelques instants, mais malgré les couleurs, l'image, on la perd, là. En tout cas de mon point de vue, si vous voulez, hein. L'image n'est plus du tout la même ici. Là, on est sur un élément purement anecdotique, alors coloré, certes, etc., alors, mais qui a, je dirais, réduit l'importance de ces couleurs très vertes ici, hein, par rapport à l'environnement, alors que lorsque vous avez cette image dans son entièreté, la vitalité dans le sens de la vie, hein, du vert, de ces végétaux encore vivants, juste récoltés, contraste énormément avec l'ensemble de ce contexte désertique, aride, pas désertique, peut-être plus aride que désertique, si vous voulez. Donc on voit encore là que la couleur est très importante dans la composition, dans la construction de l'image, mais s'affaiblit considérablement, peut s'affaiblir considérablement ou perdre sa fonction si on n'utilise pas correctement, en fonction de son point de vue, encore une fois, moi c'est mon interprétation, le, le reste des éléments de l'image, si vous voulez. Alors, on regarde à cette proposition intéressante de James. De la même façon, hein, je suis allé retourner dans certaines de mes connaissances photographiques et pour aller choisir, par exemple, alors on parlait du Maroc, il y a un autre photographe, un très très bon coloriste qui s'appelle Bruno Barbet, hein, Barbey, qui a beaucoup travaillé sur le Maroc, hein. Alors pardonnez-moi, cette image, je crois, est un peu prise sur Internet, elle est par définition en principe très nette, vous la voyez là, je crois, un peu floue, mais elle est évidemment très nette. Mais là, de la même façon, je trouve l'image dans tous ces éléments de couleur, de lumière et de composition très intéressante. Dans la couleur, parce que le Maroc est un pays complexe, un pays qui a une forme d'aridité, mais qui est aussi qui livre beaucoup de choses par sa lumière et ses couleurs. Et s'il n'y avait pas la présence de ce bleu, par exemple, là, hein, de ce bleu, de cette tunique, de ce personnage, je crois, pris à Essaouira, donc un personnage qu'à Essaouira, c'est dans le nord-ouest du Maroc, hein, où il y a encore beaucoup de traditions, donc, notamment dans les tenues vestimentaires, entre des hommes et des femmes. S'il n'y avait pas ce bleu dans l'image tomberait. L'image serait dans une forme de, je dirais, de banalité et d'anecdote. Le bleu fait tout dans cette image en contraste au noir. Et ensuite, c'est l'ensemble de cette composition et de sa lumière, et pardonnez-moi, l'image, le fichier n'est pas très bon, mais la lumière sur ce mur et de sa composition, et évidemment, ensuite les empreintes de ses mains qui renvoient à la position de la main de cet homme sur son visage ou sur sa tête, bon, on continue de construire l'image. Mais ici, encore une fois, composition, lumière et élément de la couleur qui vient renvoyer quelque chose. L'autre exemple que je voulais prendre vient aussi d'une autre image de Juan Manuel Castro Prieto dont je parlais tout à l'heure, voilà, que je vais mettre également en grand, où là, de la même façon, si vous voulez, et j'aimais bien cette image, alors on va la mettre encore une fois à côté de celle de James, hein, où on est sur alors, je vais la réduire encore un peu, voilà. Nous sommes sur un groupe d'individus, hein, une famille, hein, voilà, ça s'appelle Retratos de Familia, donc c'est un portrait de famille, sans doute quelque part en Espagne, hein. Ici, on a un groupe de travailleuses des champs, euh, et où là, si vous voulez, si l'image était composée de cette manière-là, telle que je la cadre là, elle perdrait, de mon point de vue, tout son sens symbolique que lui apporte à la fois sa composition, avec cet arbre rassembleur comme ça qui unit un petit peu la famille, mais également avec ses couleurs qui, on parle ici de l'aridité de la lumière du Maroc, ici on est plutôt sur une forme d'austérité automnale de la Galice, si vous voulez. Vous voyez, hein, donc qui forcément, toutes ces couleurs et cette lumière, et ce rappel ici du mauve, etc., inscrivent cette famille dans un contexte culturel particulier. Alors que si vous réduisez les couleurs à, voilà, je suis très content de ma photo couleur parce que j'ai, alors comment je vais faire pour la bouger celle-ci, parce que j'ai, voilà, j'ai fait mon portrait
et je suis très content parce que j'ai mon petit élément mauve ici, l'image tombe complètement. Certes, elle a de la couleur, mais elle tombe complètement. Et d'un seul coup, vous lui donnez de l'espace et vous lui faites, vous l'habillez d'autres couleurs qui font sens par rapport au contexte culturel de cette famille, hein, de cette famille probablement de Galice, et là l'image reprend tout son sens. Voilà, donc encore Je une vais être fois. obligé de te demander d'aller un petit peu plus vite pour les suivantes si tu veux bien. Parce qu'il est déjà 7h moins le quart. Bien, Excuse-moi. pardonnez-moi, je suis un peu bavard. C'est pas Alors, grave. l'autre image que j'ai choisie est de Jean-Pierre Charbonnel. Alors là, on est sur un autre sujet, sur un autre contexte, mais j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'on utilise la couleur pour observer le passage du temps, hein. On a à la fois là un élément qui est posé au sol, tombé au sol, hein, qui est visiblement enfin, de ce que j'ai compris, plutôt non pas visiblement, mais en lisant le texte, une statue plus moderne ou contemporaine, et évidemment là un élément romain très ancien. Et là, si vous voulez, on a la couleur qui vient affirmer, montrer le passage du temps sur la pierre. Donc avec cette dimension bleu verte là particulière, au contraire, ces pierres là jaunies, davantage jaunies par le temps. Mais je dirais que là, de la même façon, donc ces couleurs sont très intéressantes dans la manière avec laquelle elles ont été représentées dans la réalité, mais ce qui est très important aussi dans l'image, là, c'est le contexte que le photographe a choisi de donner dans l'arrière-plan du ciel, du climat, de la météo particulière, qui vient remettre encore un peu une chape sur le temps de l'histoire, hein, et surtout la profondeur de champ de l'image. C'est-à-dire qu'on voit apparaître un peu ce vert là derrière, il y a énormément de choses. Donc la profondeur, à la fois la profondeur de l'image et la présence d'un ciel très chargé mais très net, très présent, renvoie une présence au premier plan très forte. Et sur laquelle, encore une fois, la gestion des couleurs est traitée avec beaucoup de sens pour à la fois affirmer modernité, enfin modernité entre guillemets, et monde antique, et en même temps le passage du temps sur la pierre, sur les éléments minéraux. Et alors là, un petit clin d'œil, hein, qui sur cette image que je trouvais vraiment important aussi, hein, d'un grand photographe dont Pictot d'ailleurs a récemment produit une grande exposition présentée à la BNF récemment, c'est Joseph Koudelka. Et là, je suis Oui. très heureux, alors, je ne sais pas si Jean-Pierre Charbonnel connaît ce travail et cette série, hein, de Joseph Koudelka sur les pourtours de la Méditerranée et les vestiges en Méditerranée. Mais alors, il se trouve que c'est un travail admirable, hein, de Joseph Koudelka en noir et blanc, mais cette réplique en couleur de Jean-Pierre est très intéressante, hein. Voyez, on a les mêmes éléments, hein, de premier plan, d'arrière-plan, de profondeur, de ciel, vous voyez, sur l'image que l'on voit ici de Joseph Koudelka. Donc encore une fois, lumière, composition, couleur, que je trouve très, très, très intéressante et très inspirée dans la construction du sujet. J'ai ensuite alors, eu un intérêt particulier pour l'image de, alors pardonnez-moi si je prononce mal, de Chrysoula Carlidis. C'est ça. Bon, je ne me suis pas trompé, voilà, qui nous a proposé cette image. Alors, que j'aime beaucoup et en même temps qui peut manquer quand même d'une certaine exigence technique dans le piqué de l'image. J'ai regretté en la choisissant, avant d'en dire tout le bien que j'en pense, je vais quand même dire une chose, cette image aurait été vraiment parfaite pour moi si elle avait été parfaitement piquée dans la netteté des éléments. On a une succession, une superposition d'éléments et qui souffre un peu, si vous voulez, de pas être suffisamment piqué, net, hein, dans chacun de ces éléments. Mais je trouve ça très intéressant parce qu'on est là dans l'abondance de signes, dans l'abondance de couleurs, hein, dans l'abondance d'éléments, de signes visuels, hein, comment dirais-je, montrent d'abord la diversité des couleurs et des signes qu'on a dans notre environnement, mais qui montrent la manière avec laquelle la couleur, dans une dimension plus ironique, plus journalistique, plus comique ou plus décalée, peut vraiment apporter du signifiant.
Et je ne sais pas si je peux le faire ici, j'aurais aimé, mais je ne vais pas trouver, bref, non, je ne peux pas, je crois là-dessus, la transforme en noir et blanc, mais là, on est typiquement, si vous voulez, sur une image qui tombe complètement en noir et blanc. Là, c'est vraiment la couleur qui apporte complètement le sens, la symbolique et l'esprit de l'image, hein, dans le rouge, dans le jaune. Alors après, il y a évidemment plein d'autres choses, hein, qui sont apportées par ces déviations qui vont dans tous les sens, hein, par ces injonctions contraires, hein, voilà, voilà, comme on peut les percevoir dans notre société à plein d'égards sur d'autres sujets, une route barrée, une impasse, enfin, voilà, il y a énormément de signes qui sont extrêmement révélateurs de choses qu'on peut ressentir dans notre société. Et là, donc, là, si vous voulez, sur une image comme celle-ci, encore une fois, on a, et je félicite vraiment le Chrysoula pour sa composition, parce qu'elle rejoint, elle prolonge beaucoup de travaux photographiques de photographes contemporains connus qui ont utilisé précisément la couleur et l'ironie pour manifester un certain nombre de messages de cette manière, et qu'ils ne pourraient pas faire de la même manière au noir et blanc. Alors, je vous en ai pris rapidement 2 exemples de mémoire, ou 3. Voilà. Alors, il y a un photographe qui s'appelle Lars Thunbjörk, qui est décédé aujourd'hui, qui est un photographe suédois, qui a travaillé sur ses contemporains en Suède. En Suède, cette image-là, il y a quelques années, où là, on est sur évidemment sur la surabondance, sur la surconsommation, etc. Et où alors on a évidemment on a les fruits qui sont présentés ici, mais on a aussi le reflet des fruits et des légumes qui sont présentés en face, etc. On a ces panneaux d'affichage. Voilà. Où là, tout ce pauvre petit personnage d'une vendeuse qui fait peut-être la promotion de ses yaourts avec ses militaires est complètement enfermé, emprisonné dans un environnement de couleurs, d'abondance, comme ça, de surenchère, de consommation et de couleurs. Vous voyez, donc là, à l'image de la photographie de Chrysoula, on est dans l'abondance de la couleur et du signe vient renforcer le propos qu'on a envie de donner, qu'on a envie de souligner. L'un des autres exemples que je voulais prendre est toujours de Lars Thunbjörk, c'est celui-ci. Là, on est sur une image beaucoup plus simple. C'est un travail que Lars Thunbjörk avait fait sur les bureaux, sur l'environnement des bureaux, pour montrer l'absurdité, hein, de l'enfermement dans les bureaux. Et vous pouvez, alors c'est un travail qui s'appelle Office, hein, que vous pouvez retrouver sur Google, où par des éléments très simples de composition, enfin même pas de composition d'image, hein, parce que c'est du reportage pris in situ dans des bureaux, il va par 3 sièges superposés, une poubelle avec son petit sac mauve et puis ce petit rideau un peu d'hôpital, etc., va renvoyer très fortement à l'univers un peu banal, uniformisé, un peu austère de l'univers des bureaux. Donc là, ce qui m'intéressait vraiment avec cette image de Chrysoula, c'est la force signifiante et notamment ironique que l'on peut donner par la couleur. Mais encore une fois, avec je dirais la force d'une composition pour accompagner le propos. La couleur, encore une fois, on l'a déjà dit précédemment, ne servira pas à grand-chose si elle n'est pas accompagnée d'une composition rigoureuse. Enfin, le dernier exemple que je voulais prendre avant de discuter tout ça avec vous est celui de Serge Knaus, si je prononce bien son nom de famille, pardonnez-moi si ce n'est pas le cas. Alors là, on est sur un travail esthétique et technique complètement particulier, et je me permettrai, avant d'en parler, de lire rapidement le petit texte que M. Knaus a mis pour accompagner son image. Je le lis. J'ai choisi cette image car elle représente bien mon travail. J'aime réutiliser les images qui m'entourent pour voyager vers un monde onirique, vers un monde proche et pourtant inconnu, métamorphoser un environnement, brouiller la vision que nous avons de ce qui nous entoure. J'envisage la photographie comme le meilleur médium afin d'y parvenir. La transformation est quasi picturale. J'invite le spectateur à entrer dans un monde étrangement coloré, s'y promener et y respirer peut-être de nouvelles odeurs. Mon travail est un mélange de vision, d'émotion et d'inspiration, un voyage imprévu chaque fois que je crée. J'aime aller au-delà de la photo et dans ce qui se décline en moi de façon émotionnelle, spirituelle et artistique. Mon message est celui de l'évasion, du rêve, voire une invitation à la méditation. Donc, je devrais dire que je n'ai plus rien à dire, mais malgré tout, je
je vais essayer de dire quelque chose. Je trouve ça très intéressant. On est sur sur un genre de photographie qui se démarque complètement des 4 autres exemples, hein. On est vraiment sur une image qui va être, alors je ne sais pas après si Serge là, travaille l'image après la prise de vue ou pas, et je ne sais pas de quelle manière, et quelque part peu importe, mais on est sur une intention, je dirais, qui n'est pas basée sur le réel, mais qui va utiliser la couleur, la matière et la couleur pour aller embarquer l'auteur lui-même et ensuite le spectateur dans un monde qu'il va se créer. Et alors là, d'ailleurs, je dois dire par rapport à cela, mais on aurait pu l'aborder sur d'autres images, que ce type d'image se prête particulièrement bien à la diversité de papiers et de techniques, notamment jet d'encre, précisément parce qu'ils se font maintenant sur des papiers extrêmement diversifiés, que l'on peut trouver pour aller restituer la matière, la couleur, la matière, l'intention et la lumière que cherche Serge en créant ce type de dispositif, hein. Il y a vraiment eu des évolutions grâce au jet d'encre, à l'impression pigmentaire sur une diversité de papiers. Je crois qu'il y a une centaine de papiers sur une plateforme comme PictoOnline, par exemple, pour réaliser les tirages, donc qui peut vraiment permettre d'aller assez loin par rapport à ça. Donc là, on est, pour moi, sur vraiment quelque chose qui est de l'ordre de je dirais, presque du travail artistique ou esthétique pour aller inviter à un monde voilà, qui va dépasser, je dirais la réalité immédiate. Et là, pour commenter un petit peu cette image-là, qui me paraît très intéressant, je prendrai 2 exemples rapidement. Mhm. D'abord celui d'une femme qui s'appelle Irène Jonas, et qui, elle, alors, et c'est pour ça que je disais précisément que je ne sais pas comment travaille Serge en termes de technique, mais j'ai pris 2 exemples. L'exemple d'une femme, Irène Jonas, qui a beaucoup de talent sur des photographies comme ça très, très personnelles, hein, d'univers assez, enfin, des photographies de voyage, de famille, hein, vraiment des choses très très proches qu'elle vit, mais qui sont toujours des photographies noir et blanc qu'elle vient ensuite recoloriser, si vous voulez. Alors parfois à la palette graphique, parfois à l'aquarelle, etc. Mais là, on est vraiment sur une prise de vue noir et blanc qu'on vient recoloriser. Mais je trouve que cette écriture se rapproche vraiment de ce vers quoi nous emmène. Alors avec ici un peu plus de réalisme, mais toutes les images d'Irène Jonas ne sont pas forcément toutes réalistes, mais nous rapproche un petit peu de l'univers dans lequel nous entraîne Serge avec sa technique, si vous voulez, qui utilise, qui euh, qui dompte la couleur, si vous voulez, pour nous emmener hein, sur un autre territoire. Là, de la même manière, Irène Jonas ici recrée de la couleur sur une image qui n'en a plus, hein, puisqu'elle l'a faite en noir et blanc, pour apporter le monde onirique, la poésie qu'elle va imaginer de cette scène qu'elle a vécue, puisqu'elle l'a photographiée en noir et blanc. Et le deuxième exemple, à l'inverse, est celui d'une photographe coloriste qui s'appelle Dolores Mara, mais qui, elle, ne travaille qu'en négatif couleur. Mais par contre, donc il n'y a pas de travail particulier sur l'image, hein, peut-être au tirage à la marge, hein, mais c'est une photographe qui a une soixantaine d'années ou plus, hein, donc qui a vraiment travaillé dans la tradition de la photo argentique, hein, si vous voulez, et qui a vraiment un travail sur la couleur, sur la lumière, mais sur la création d'environnements, encore une fois, là, un peu très, très onirique, hein, très poétique de l'image, où on a l'impression comme sur l'image de Serge, où on voit des maisons, une mer, quelque chose, mais une mer MER, mais sans vraiment comprendre ce qui se passe. Là, de la même façon, ici, on a une femme. Est-ce que c'est une route qui est ici derrière elle, ou un fleuve? Qu'est-ce quelqu'un dans les mains? Est-ce que c'est une ficelle? Est-ce que c'est du coton? Est-ce que c'est quelque chose qui bouge, etc. Qu'est-ce que nous dit cette image? Rien d'autre que ce vers quoi notre imaginaire peut nous emmener. Vous voyez, voilà. Et c'est là qu'il y a aussi, quand on arrive à bien gérer, évidemment, à partir de la couleur, la gestion de la lumière et la composition de l'image, on peut emmener, comme l'a fait Serge dans sa photographie, dans un univers qui quitte le réel, si vous voulez, qui fait vraiment basculer dans l'imaginaire et dans l'interprétation de chacun sur face à l'image à laquelle il est confronté. Super. Voilà un peu ce que je pouvais dire sur ces 5 images. Pardonnez-moi si j'ai été trop bavard voilà, ou trop imprécis. En tout cas, voilà, ce sont 3 images comme d'autres hein, que j'ai vues, c'est toujours difficile de choisir, mais qui m'ont inspiré, si vous voulez. Je vous félicite vraiment pour ça, parce que
elle renvoie à quelque chose et moi-même, elle m'a renvoyé à d'autres images que j'ai envie de revoir, de retrouver et de réfléchir. Donc, je vous en remercie. Merci beaucoup Vincent, c'est super. Tu sais, pour 5 images, c'est difficile de dire moins. Et je pense que tes commentaires étaient assez précis, avec à chaque fois une ouverture, je trouve ça sympa. 2 des auteurs étaient avec nous, donc il y a Serge Knaus, et si jamais il veut rajouter un mot, qu'il n'hésite pas, et Chrysoula, alors désolé, j'ai pas retenu le nom, si je l'ai là, Chrysoula Scarlidis aussi, qui, qui est avec nous aussi et qui suit donc cet événement. Alors, peut-être qu'avant qu'on aille plus loin, je lance un deuxième petit sondage et ça te fera un lien avec l'autre sujet que tu voulais aborder. Et ensuite, on terminera par la session questions-réponses. Donc, vous pouvez préparer, si vous le souhaitez, quelques questions que vous auriez à poser à Vincent, soit à propos des actions de la Picto Foundation, soit à propos de son travail, soit à propos des commentaires qu'il a fait sur les 5 images. Et en attendant, je vous lance donc un petit sondage. Quelle est pour vous votre technique pour expérimenter? Est-ce que vous êtes plus du genre à sortir, aller vers des lieux que vous ne connaissez pas, des événements? Est-ce que vous essayez de nouveaux angles? Est-ce que vous travaillez sur une série qui vous force à sortir de votre zone de confort? Ou est-ce que vous aimez plutôt travailler dans un groupe, confronter vos idées avec d'autres, qui peut être autour d'un collectif, qui peut être des amis, un club photo ou un groupe en ligne? Voilà, on trouvait ça intéressant avec Vincent d'avoir votre point de vue. Petit sondage comme ça au débeauté, hein, il n'y a pas d'enjeu, mais plus pour voir ce que vous en pensez. Et je répète, pendant que vous continuez à répondre, qu'on est très content de la qualité des photos qui ont été envoyées. Il y avait différents styles, avec des approches et des angles différents, mais en tout cas, bravo pour les efforts que vous avez déployés pour faire ce travail. Donc maintenant, je ferme le sondage, je partage le résultat, et donc le total est à plus que 100%, Vincent, hein, c'est fait exprès. On pouvait répondre plusieurs fois de différentes manières à la question. L'expérimentation peut prendre différents chemins. Et donc c'est étonnamment réparti. Je sors, j'essaie de nouveaux angles. Un petit peu moins, je travaille une série qui me sort de ma zone de confort et j'échange avec un collectif. Sachant que 85% des personnes ont répondu à ce sondage. Hein, donc on a des bons taux de vote et je vous en remercie. Tu peux laisser une seconde à l'écran, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Je vais Je juste pense qu'il y a noter. beaucoup. Pardon. Voilà. Et du coup, je te propose de rebondir sur cette idée. Je vais le cacher. Alors, de façon générale, avant de parler du projet dont je voulais parler là pour conclure cette présentation, je trouve ce sondage très intéressant et très éclairant et je pense qu'il souligne vraiment la manière avec laquelle tout photographe, euh, amateur, professionnel, artiste, jeune ou moins jeune, précisément, je crois, doit faire tout ça pour continuer et progresser. C'est-à-dire qu'il doit sortir, parce que la photo, pas sortir, pas forcément sortir à l'extérieur, hein, on peut être un photographe de nature morte, voilà, mais sortir, ça veut dire voilà, s'ouvrir à ce qui se passe, hein, à ce qui se passe autour de soi. Il doit échanger. Je crois que l'échange, et moi je sais que j'ai beaucoup beaucoup accompagner les photographes en les encourageant à échanger avec d'autres, à partager, à faire des editings avec d'autres photographes pour essayer de comprendre, de réduire, de comprendre ce qui ne fonctionne pas dans l'image. On a souvent, à un moment donné, je dirais, du mal à avoir du recul, à avancer par rapport à son propre travail. Donc ça, c'est vraiment très intéressant d'utiliser cette dimension collective de l'autre. Hein. Pas toujours facile, parce que c'est pas toujours facile de montrer, comme vous l'avez fait là d'ailleurs, peut-être que pour certains d'entre vous, c'était pas si évident que ça d'envoyer une image. Mais voilà, je pense que c'est très important. Et oui, sortir de la zone de confort, c'est quelque chose d'intéressant aussi. Mais sortir de la zone de confort, ça ne veut pas dire faire quelque chose qu'on n'a jamais fait, mais ça veut dire essayer de repousser un tout petit peu la limite
son exigence, quoi. C'est-à-dire, voilà, il faut que j'aille encore plus loin. Je ne suis pas encore complètement satisfait, donc je ne vais pas me satisfaire de ça, mais je vais continuer, je vais faire quelque chose d'autre. Donc je dirais que c'est sortir, être courageux et aller au-delà du confort de ce que l'on fait, et surtout échanger. Et en fait, quand j'évoquais Picto tout à l'heure, moi je parlais d'une chose qui m'a frappé depuis que je connais ce labo. Alors je le connais depuis plus longtemps que je collabore avec eux. Je le connais depuis 20-25 ans et je collabore avec eux depuis 7-8 ans. Mais c'est vraiment cette dimension du rôle d'un labo qui est un rôle je dirais, de plateforme et de passerelle. C'est pas simplement un lieu dans lequel on va avec une clé USB ou avec une pochette de négatifs pour faire des tirages, mais c'est également un lieu où on peut rencontrer des professionnels, des artisans, d'autres photographes qui vont permettre d'avancer par rapport à ce circuit-là et qui vont notamment nous permettre de sortir de notre zone de confort. Mais le labo lui-même euh, doit aussi, dans son artisanat, dans ce qu'il fait, parfois sortir de sa propre zone de confort et de la tradition de son métier, etc. Et je prendrai deux exemples. Alors, le premier, il est très technique, hein, je dirais, dans l'industrie et l'activité de Picto. Il y a 15 ans, à peu près 15 ans, enfin peu importe, un ou 2 ans près, Picto, au moment de la transition du monde de l'argentique vers le numérique, a choisi de lancer une plateforme en ligne, Picto Online, que certains connaissent peut-être. Tu peux Et peut-être nous afficher la page de Picto Online, comme ça on joint le geste à la parole. Picto Online, qui à l'époque où ça a été lancé, alors là c'est pas du tout ça, mais C'est très bien aussi. c'est bien aussi, mais c'est voilà, c'est ma page d'accueil. Voilà. Bref, voilà. Donc si vous voulez, Picto Online a été lancé au moment de cette transition particulière dans le monde de la photographie. L'argentique, enfin, ça veut dire disparaissait, il disparaît pas, mais s'appauvrissait en termes de quantité, etc. Les photographes étaient en train même de changer de pratique. Bon. Et le labo s'est dit précisément, bah, nous aussi on a besoin de sortir de notre zone de confort. Que rester simplement dans notre petit développement argentique, dans notre chambre noire, etc. On a besoin de s'ouvrir à ce qui peut faire aujourd'hui à la fois les nouveaux besoins des photographes, mais aussi les nouvelles pratiques qui existent. Et cette plateforme a été lancée. Alors, elle a beaucoup évolué depuis, hein, avec un grand nombre de prestations, pratiquement toutes les prestations qu'on trouve dans un grand laboratoire comme Picto, mais précisément avec d'abord une grande diversité de prestations, de tirage lambda, de tirage jet d'encre, etc., une grande diversité de prestations, mais surtout une grande diversité de supports. Hein. C'est de se dire, voilà, on n'est plus à l'époque où seule une petite dizaine de supports sont disponibles pour reproduire les images, mais on est face à une diversité de supports qu'il faut étudier, qu'il faut appréhender, qu'il faut tester, qu'il faut référencer ou pas. Hein. Donc, voilà. Comment est-ce qu'on peut nous-mêmes, en tant que laboratoire, élargir le spectre, hein, de nos prestations et des possibilités. Avec, par exemple, vous voyez, comment dirais-je, l'argentique plexicolé, hein, où vous avez voilà, différentes. Là où il a fallu intégrer ce type de prestations, les tester, les comprendre, les référencer, etc. Mais vous avez de la même manière, ensuite, dans des sujets beaucoup plus traditionnels, comment intégrer du véritable noir et blanc sur une plateforme avec différents types de papier, différents types d'imprimantes jet d'encre pour les réaliser, etc. Bon, et puis évidemment, ensuite, toute une série de finitions, toute une série d'impressions sur des supports rigides ou sur des supports particuliers. Donc, l'expérimentation là a été extraordinaire, et ce qui est très intéressant, c'est de voir comment aujourd'hui, alors que c'était une idée qui a presque été un peu, je dirais, peut-être, comment dirais-je, mal prise par le marché au départ il y a 15 ans, parce que non, ben, un labo, c'est pas censé être en ligne. Si, ben, aujourd'hui, un labo, enfin un bon labo professionnel, c'est censé être à la maison, au laboratoire, en l'occurrence la Picto Bastille ou dans d'autres labos Picto qui sont présents en ville, mais également en ligne, avec des prestations de la même qualité. Et c'était une vraie mutation, donc une vraie sortie de zone de confort qui a été très intéressante et à laquelle ont vraiment adhéré les photographes.
Et ensuite, ce qui m'a intéressé par rapport à tout ça, je dirais dans une dimension, là on est dans la dimension, je dirais, technique, de prestation, de relation au photographe, mais moi dans la dimension qui m'intéressait, qui est plus celle de l'accompagnement, comment est-ce que, moi j'ai un dada dans cette aventure avec Picto, qui est que Picto a fêté l'année dernière ses 70 ans, qui est la moitié de l'histoire de la photographie, si vous voulez. Donc, quand on a la moitié de l'histoire de la photographie, on se doit d'une certaine manière d'assumer un rôle par rapport à cette histoire de la photographie, passée ou en devenir, en toute humilité, hein, mais c'est dire, voilà, bon, on a fait des choses, on a été là avec plein de photographes, avec plein de techniques, avec plein de choses. Et donc, on a choisi de créer précisément une résidence d'artistes qui s'appelle Pictolab Expérimenter l'image, une résidence de photographes, et qui propose chaque Tu année, peux là nous c'est montrer le. vous montrer, voilà, Tu as des images ou quelque chose? Voilà. de la première édition avec un photographe qui s'appelle Baptiste Rabichon et qui propose à un photographe pendant 3 mois d'expérimenter dans le laboratoire sur un process qui n'est pas forcément connu ou pratiqué par le laboratoire et que le photographe ne peut pas réaliser tout seul. Alors là, en l'occurrence, par exemple, dans le cas du premier photographe qui était accueilli en résidence, Baptiste Rabichon, on est ici sur une série qu'il a appelée 20e siècle et qui est un travail de plaques de verre qui sont peintes, projetées ensuite en chambre noire sur un mur pour en faire un tirage. Ce même tirage est à nouveau reprojeté dans la chambre noire pour en réaliser un nouveau tirage sur lequel, pendant l'exposition, le photographe vient placer ses mains à différents endroits, ses mains ou d'autres éléments, là en l'occurrence ce sont ses mains, pour créer comme ça une superposition du temps, évocation du XXe siècle et voilà, de toutes ces traditions euh, de peinture rupestre notamment, etc. Donc là, on est vraiment sur un procédé, alors à la fois, je dirais, traditionnel, argentique, parce que ça se passe en laboratoire, mais que le laboratoire lui-même n'avait jamais réalisé de cette manière-là, et que le photographe ne pouvait pas réaliser tout seul. Donc encore une fois, à la fois sorti de la zone de confort, pour l'un comme pour l'autre, et en même temps Mhm. rencontrer des dialogues pour échanger ensemble. Et l'autre exemple que j'ai de cette résidence, c'est celui-ci. Alors là, c'est intéressant aussi, c'est-à-dire qu'il a donc le photographe qu'on invite à un atelier à la Cité internationale des arts qui est près de la Seine, à Paris. Et là, c'est un autre de ses projets sur lequel il devait faire des mises en scène. Donc là, vous avez, donc, il représente ici une sorte de vue un peu sublimée de Manhattan. Alors ça, c'est une multitude de tirages qu'il a réalisés sur Picto Online en jet d'encre et qu'il a ensuite plié, scotché, etc. avec là une grande fresque au fond. Donc cette image-là va être, donc qu'il constitue. Ensuite, il la rephotographie en diapositive. Alors c'est pas forcément la même vue que je vais vous montrer, mais je vais vous montrer ce que ça donne au final. En l'occurrence, c'est la même vue, et il se met ensuite même dans l'image, mais voilà, vous voyez, c'est donc avec ensuite un travail de transposition de l'image euh, de la diapo vers le négatif et inversement, il crée un univers tout à fait expérimental auquel nous-mêmes on n'avait pas été confrontés, qui va être constitué à la fois de ces petits tirages, je vais remettre l'autre, voilà. Et encore une fois, alors je voulais aussi vous montrer ça parce on est là par définition aussi dans une pratique, hein, dans les deux cas, dans une pratique de la couleur intéressante, si vous voulez, qui va utiliser à la fois la dimension de la couleur, mais aussi l'idée du positif, du négatif. Voilà, comment est-ce qu'on peut jouer avec tous ces éléments-là, hein. Donc, vous voyez là, voilà, on est sur la. Ici, on compose des éléments avec des tirages sur Picto Online qu'on vient plier. Alors, beaucoup de photographes en font des tests, notamment sur Picto Online, avant de faire des tirages d'expo qu'ils vont travailler avec un tireur en rendez-vous, etc. Et avec ces tirages-là, ensuite, on rephotographie la scène, on se met en situation dedans, enfin, le photographe se met en situation dedans, et ça crée une œuvre finale positive mais qui joue aussi sur cet effet négatif et qui va créer l'esprit de fiction que voulait retrouver le photographe dans cette série. Donc, encore une fois, Ça, mais ce programme, Vincent, c'est celui qui s'appelle Pictolab, expérimenter l'image, hein, c'est ça? exactement, tout à fait, et qui chaque année, alors pareil, hein, sur candidature, hein, invite un photographe pendant 3 mois à utiliser, enfin, à travailler avec des artisans du laboratoire sur un projet défini qu'il a proposé pour aller, pour mener à bien un projet qui va proposer au labo lui-même hein, de bouger ses lignes, hein. C'est ce qui est intéressant. Et encore une fois, c'est ce qui est aussi le rôle d'un acteur
comme Picto, qui agit dans la photographie depuis 70 ans et qui chaque jour doit aussi se remettre en question, comme il l'a fait pour Picto Online, comme il l'a fait pour une résidence comme celle-là. Parfait. Alors, bah écoute, c'est très intéressant, beaucoup de commentaires très riches de ta part. J'ai pas tellement de questions pour l'instant, donc si vous avez des questions que vous vouliez poser à Vincent, bah, je vous propose de les poser maintenant. Et puis, comme Vincent a pu parler de Picto Online, ben, je vous rappelle qu'il y a aussi 5 bons d'achat de 50 € qui ont été tirés au sort hier soir, alors de manière totalement aléatoire, avec un petit logiciel qui fait ça très bien. Et donc, je vais pouvoir vous annoncer les noms des 5 personnes qui ont gagné et on va leur envoyer un petit message pour leur expliquer comment tirer parti de ce bon d'achat auprès de Picto Online. Donc, je regarde d'abord s'il y a des questions. Beaucoup de gens remercient pour tous les commentaires et aussi les parallèles qu'on a pu faire entre les photos qui ont été soumises et puis des photographes d'agence ou connus, comme tu as pu le faire. Merci Vincent. Donc, pas trop de... Alors, comment peut-on entrer en contact avec les tireurs et photographes de chez Picto? Alors, en tout cas, si vous êtes parisien ou francilien, il y a un site important le site principal de Picto qui se trouve rue de la Roquette, qui est Picto Bastille. Et vous avez là une réception qui est ouverte et qui accueille les photographes pour rencontrer dans un premier temps une personne qui va essayer de comprendre votre besoin. Donc, il va regarder vos photographies, comprendre votre besoin. Est-ce qu'on parle est-ce que votre besoin est lié à vous cherchez un papier particulier? Est-ce que vous cherchez un type de tirage particulier, un type de support particulier? Est-ce que vous voulez produire une exposition? Enfin, quel est votre besoin? Et qui, en fonction de ce besoin, va vous aiguiller vers un service particulier. Ce qu'il faut comprendre, enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez dans un laboratoire comme Picto, qui est dit professionnel, mais qui en réalité s'adresse à des amateurs éclairés comme à des professionnels ou à des institutions, il y a plusieurs types de services. Il y a évidemment une grande multitude de prestations, mais il y a également différents types de services. Il y a, on va dire, un service sur mesure euh, euh, complet, où là, vous souhaitez vraiment, pour une raison particulière, passer un temps précis avec un tireur en chambre noire ou voilà, donc là c'est vraiment du travail en rendez-vous où là donc la personne à la réception va vous organiser un rendez-vous pour tirer un tirage particulier ou une série particulière avec un tireur, alors soit à partir d'un négatif pour faire un tirage à l'agrandisseur, soit à partir d'un fichier numérique où vous allez travailler dans une cabine avec un tireur pour comprendre un peu comment interpréter votre fichier, quel papier choisir, etc. Vous avez ensuite un autre niveau qui est plus un niveau du professionnel, où là vous savez à peu près ce que vous voulez et vous n'avez pas besoin particulièrement de rentrer en contact avec un tireur, mais plutôt d'essayer des choses. Donc là vous allez directement discuter avec ces artisans, ces professionnels à la réception qui ont accès à toutes les prestations et peuvent vous donner des conseils pour des choses qui vous manquent. Et puis ensuite il y a donc bien évidemment, mais là on n'est plus dans la relation humaine, la dimension Picto Online, si vraiment vous savez ce que vous voulez faire. Mais voilà, donc il faut se rendre, il faut se rendre directement dans un des laboratoires Picto. Le principal se trouvant près de la place de la Bastille. Très bien. Merci Vincent. Ben, ce que je peux faire, si tu caches ton écran et si tu me donnes l'écran, donc moi je vais apparaître et je vais vous révéler donc les 5 personnes qui ont gagné les tirages. Alors je le fais en mode ancien, donc voilà. Eric, non pardon, Marc, Bernard, Anne-Laure qui n'a pas donné son nom complet, mais c'est pas grave, on a son email donc on va pouvoir lui renvoyer. Chrysoula Scarlidis que tu as commenté et le dernier, donc Yves. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir bien appelé son nom. Et donc, ces 5 personnes vont recevoir un petit message personnalisé, en dehors de ce qu'on va faire par ailleurs, avec donc une invitation à utiliser leur bon d'achat auprès de Picto Online et donc de faire un tirage de la photo de leur choix.
celle qu'ils font ou un futur projet. Donc, j'invite alors, ces heureux gagnants et les autres, mais surtout à se promener sur la plateforme. Parce que oui, bien sûr. voilà, l'objet n'était pas de la visiter, mais la plateforme en ligne est vraiment, ne serait-ce que pour nourrir aussi la sagacité de vos envies techniques, si vous vous interrogez sur quel papier utiliser, quel type d'impression pour mes couleurs, je repense au travail de Serge Knot. Je ne sais pas si Serge, vous savez déjà comment, ouais, vous faites sans doute déjà des tirages de vos images, je ne sais pas sur quel type de papier, etc. Mais je trouve que là, vous avez vraiment des images qui se prêtent au choix d'un papier texturé un peu particulier. Enfin, c'est vrai que euh, j'apprécierais vraiment de voir ces images sur des papiers particuliers, ce que vous faites déjà, mais probablement, mais la plateforme pour ça est vraiment un lieu intéressant pour aller découvrir un petit peu différents types de supports et de prestations. Alors, j'ai une question pour Antoine. Quel est le nom de la dernière photographe présentée dont j'aime beaucoup le travail? Est-ce que c'est celle que j'avais indiquée? Sarah, peut-être? Peut-être, oui, j'ai marqué Dolores Mara. Ça s'écrit M-A-R-A-T. Exactement, parce qu'il y en avait. Alors, j'en ai Ah, parlé. je croyais Il y pas a que j'avais dit. Irène Jonas aussi. Oui. Et Dolores Mara, qui était très intéressant ouais, aussi, effectivement. Ça, c'était dans les questions. Pour le reste, bah, beaucoup de commentaires positifs. Merci beaucoup pour les interactions que vous avez avec nous. Je trouve que c'était intéressant. C'est un peu différent peut-être d'autres webinaires qu'on a pu faire, qui étaient plus sous le forme d'un tutoriel ou autre. Et là, c'était plutôt un regard. Et plusieurs, en tout cas Vincent, c'est important, disent c'est très bien parce que parfois les critiques sont assassines. Et du coup, bah, on a peur de montrer son travail. Et là, vraiment, c'était notre esprit dès le départ de laisser la place. D'abord, il peut y avoir plusieurs interprétations, et puis d'avoir une critique qui soit bienveillante et qui ouvre vers d'autres horizons sans que ce soit justement bloquant pour vous, parce que le travail de photographe, c'est aussi d'étape par étape, de se construire, par tâtonnement. Et ça ne vient pas toujours du premier coup de manière parfaite. Et donc, c'est très important que les critiques puissent être dans cet esprit constructif, de vous indiquer des pistes que vous choisirez ou pas. Et c'est comme ça qu'on avait construit cet événement avec Vincent. Oui, et j'ajouterais que les critiques, qu'elles soient négatives ou positives, elles sont toujours, mais je complète ce que tu viens de dire, elles détiennent pas la vérité, elles sont un point de vue qui doit éclairer un parcours et qui doit vous permettre de dire, tiens, on m'a dit ça, mais qu'est-ce que j'en pense? Je suis d'accord, je suis pas d'accord, mais voilà, ça va me faire avancer quelque part. C'est une marche supplémentaire. C'est ça. Génial. Ben, merci beaucoup. Alors, suite à cet événement, ce qu'on va faire, on va envoyer un petit email qui vous permettra de le regarder en replay si vous souhaitez revisiter certaines des images qu'on a présentées, qui vous donnera un lien vers Picto Online, vers d'autres contenus qu'on a fait pour BenQ. Et bah, par exemple, on a un prochain webinaire. Alors là, c'est le reportage photo de nature. Et donc, c'est Mission Botswana qu'on aura le 24 juin, par exemple, auquel vous pourrez aussi vous inscrire avec un photographe reporter qui travaille notamment pour AFP, Reuters, qui s'appelle Olivier Henrigot et qui est un photographe qui se dédie au travail sur l'environnement. Je vous remercie pour votre attention, pour vos contributions, que ce soit des photos et puis vos commentaires aussi. Alors, est-ce qu'il y a une dernière question? Ce serait intéressant également comme principe pour un travail de série, dit Stéphane. Oui, bah, c'est plus un commentaire complémentaire. Merci beaucoup. Merci, on vous souhaite une très très bonne soirée. À très bientôt. Et puis suivez ou parlez peut-être si vous connaissez des étudiants en photographie ou en école d'art, de ce programme qui est passionnant, qui s'appelle donc Carte blanche aux étudiants. Et auquel BenQ a décidé pendant au moins un an, et on espère plus, de participer. Et donc, il y aura les appels à candidature, là dans quelques semaines, avec ensuite tout un parcours, les dotations, la présentation à Paris Photo au mois de novembre,
Et nous, ce qu'on s'est engagé à faire, c'est à présenter aussi, non pas les 4 premiers, mais ceux qui sont après et qui sont des fois tout aussi talentueux, mais bon, il faut faire un choix. Et donc, eux, on pourra les présenter, mais en ligne. Et ça s'ouvre donc à tous les photographes, donc qui sont en école de photo ou en école d'art, de France, mais aussi d'Europe, hein, parce que j'ai vu qu'il y a plusieurs personnes. Chrysoula, par exemple, est basée en Belgique, dans un petit village qui fait du fromage, qui a le même nom que mon prénom, qui s'appelle Herve. Euh, et donc, c'est ouvert à un public assez large. Je crois que l'an dernier, il y avait presque 130 écoles qui ont participé. Pour vous donner une idée, ce n'est pas un petit programme et c'est pan-européen. Voilà, très bonne soirée à tous. Encore merci. Merci beaucoup à toi, Vincent, et à bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt, Au revoir merci à à tous. Au revoir. Au revoir.